Bonjour à tous, voici comme promis quelques éléments de correction relatifs au sujet de SVT que vous aviez à travailler pour aujourd'hui. Alors c'est un sujet qui porte sur les plantes, les végétaux et notamment leur nutrition. Je ne vais pas relire en détail chaque document, mais vous aviez dans un premier temps une petite introduction avec des définitions assez simples sur les différentes parties qui composent une plante, les feuilles, la tige, la racine et ce que chacun permet de faire. La première question était assez simple, il fallait recopier ce schéma et puis relier les substances minérales à gauche avec les organes qui permettent de les prélever à droite. Alors là, c'était simplement de la lecture toute bête. On voit ici que le dioxyde de carbone est prélevé par les feuilles, l'eau et l'azote par les racines, donc ça donne ce schéma-là. Alors le seul petit piège, entre guillemets, la seule petite interrogation, c'est la tige qui n'est reliée à rien, mais c'est tout à fait normal puisqu'elle ne permet pas de prélever ces substances. Donc 6 points assez faciles ici en effet. Alors la suite, vous aviez un document qui vous précise un petit peu plus l'anatomie d'une plante en vous montrant à nouveau les feuilles, la tige, et on vous indique que la racine est constituée de 3 zones distinctes. C'est important pour la suite. La première, la partie la plus haute, qui est appelée la zone subéreuse. Ensuite, un peu plus bas, on a la zone pilifère qui comporte des poils absorbants, facilement repérables. Et enfin, l'extrémité, la partie la plus basse de la racine, on vous dit que c'est la zone de croissance. Alors la suite du document vous montre une série d'expériences, on va y revenir un petit peu en détail, même si je ne vais pas tout relire. Juste deux éléments importants qui sont utilisés dans ces expériences, c'est l'huile. On vous dit qu'elle ne peut pas être absorbée par la plante, mais elle n'est pas toxique. Et on vous ajoute également que l'huile ne contient ni eau ni sels minéraux. Alors, les expériences qui ont été faites dans un premier tube, ils ont mis un plan de radis dans l'eau. Qu'est-ce qu'on voit à la fin? Tout va bien, le végétal vit et se développe. Normal, il a trouvé ici dans l'eau tout ce dont il avait besoin, les sels minéraux pour vivre. Deuxième expérience, même chose, sauf qu'on remplace l'eau par l'huile. Et il s'avère qu'au bout de quelques jours, le végétal meurt. Alors, non pas que l'huile l'ait tué, puisqu'elle n'est pas toxique, mais la plante n'a tout simplement pas trouvé ce dont elle a besoin pour vivre, à savoir de l'eau et des sels minéraux qui ne sont pas présents dans l'huile. Donc voilà pourquoi la plante est morte assez rapidement ici. Tube 3, où ici les expérimentateurs ont trouvé une petite astuce en courbant la racine et en ne laissant dans l'eau que la partie du milieu de la racine, vous vous souvenez, la tige ici qui ne nous intéresse pas. La première partie de la racine, c'est la zone subéreuse qui est dans l'huile. La zone pilifère, c'est la zone intermédiaire de la racine ici qui est dans l'eau. Et la zone de croissance, la dernière, l'extrémité qui est dans l'huile. Qu'est-ce qu'on observe en faisant cette expérience? C'est que le végétal vit et se développe. Donc même si c'est pas demandé ici, j'ai même pas regardé la question, mais on peut déjà dans notre tête avoir une interprétation. C'est que a priori, si la plante se développe et vit, c'est que grâce à cette zone pilifère, la plante a réussi à absorber l'eau et les sels minéraux dont elle a besoin. Question 2 sur 6 points, donc il fallait parmi les 3 hypothèses proposées, recopier celle qui est testée dans l'expérience précédente. Alors, 3 possibilités, qu'est-ce qu'ils ont testé? Est-ce que c'est la zone subéreuse qui absorbe l'eau et les sels minéraux? Est-ce que c'est la zone de croissance ou est-ce que c'est la zone pilifère? Je l'ai un petit peu dit ici. Comme ils ont laissé dans l'huile la zone de croissance et la zone subéreuse, ils ne peuvent pas tester grand-chose. Par contre, ils ont mis dans l'eau la zone pilifère pour voir si elle réussissait à absorber les éléments. Donc c'est bien la zone pilifère qui a été testée. Hypothèse numéro 3. Ensuite, question 3, à partir des documents qu'on vient d'évoquer, décrire sur votre copie une expérience constituée de plusieurs tubes qui permet de tester une nouvelle hypothèse, à savoir, est-ce que la zone de croissance est aussi une zone d'absorption d'eau et de sels minéraux? Donc la zone de croissance, je vous rappelle, c'est l'extrémité de la racine. Et là, on se met dans la peau d'un chercheur qui voudrait savoir si cette zone pourrait être responsable d'une absorption d'eau et de sels minéraux. Alors vous avez la possibilité, on vous le dit, de faire un texte ou un schéma. Petit conseil, prenez le schéma au sens où c'est beaucoup plus clair, ça évite de faire des longues phrases. Souvent,
les élèves sont un peu confus lorsqu'ils font un texte, il manque des choses. C'est possible, mais je vous conseille fortement le schéma. Alors ici, si on veut tester la zone de croissance, il va falloir l'isoler et c'est cette zone de croissance qu'il va falloir mettre dans l'eau. Donc le schéma que vous devez faire, déjà on vous dit qu'il faut plusieurs tubes. Donc on remet le tube témoin, celui où il n'y a que de l'huile, et on va le comparer avec notre tube test qui est celui-ci, à savoir tout est dans l'huile sauf la zone qu'on veut tester, c'est-à-dire la zone de croissance. On n'oublie pas de titrer. Schéma de l'expérience permettant de tester l'hypothèse suivante. La zone de croissance est aussi une zone d'absorption d'eau et de sels minéraux. Alors, on ne nous demande pas d'imaginer, ni même de savoir ce que ça pourrait donner. Juste, voilà, pour essayer de réfléchir ensemble. Deux possibilités. Soit la plante meurt, alors à ce moment-là, ça veut dire que la zone de croissance, donc qui est dans l'eau, ne permet pas de prélever l'eau et les sels minéraux. Soit la plante survit et se développe, dans ce cas-là, ça voudrait dire que la zone de croissance permet également, en plus de la zone pilifère, de prélever l'eau et les sels minéraux. Ici, c'est pas demandé, mais c'est juste pour raisonner ici ensemble. Voilà, donc après, sous forme d'un texte, il suffirait de le décrire, de décrire ces deux tubes, de dire ce que vous faites et d'être assez précis. C'est pour ça qu'il y a un petit peu plus de risque d'être confus, alors qu'un schéma ici, vous voyez, il y a le minimum, quelques légendes, un titre, un schéma soigné et on comprend tout à fait ce qui a été fait. Ensuite, pour la dernière question, vous avez deux documents. Un document 3 qui vous présente deux pratiques agricoles. Donc on se met dans la peau d'un agriculteur. En fait, je ne vais pas tout lire, mais un agriculteur qui cultive ici notamment des céréales. Il a deux possibilités pour améliorer ses cultures, ses rendements. Soit ajouter de l'engrais, c'est la pratique numéro 1, de l'engrais azoté, tous les ans dans ses cultures de céréales. Soit utiliser des bactéries qui sont appelées bactéries rhizobium, donc c'est des microbes. Alors l'avantage, c'est qu'elles sont présentes naturellement dans le sol et qu'il suffit une année sur deux de planter d'autres plantes, des légumineuses comme les pois chiches ou la luzerne, qui vont concentrer ces bactéries et ces bactéries ont l'avantage de fertiliser le sol en azote et donc d'éviter de mettre de l'engrais tous les ans. L'inconvénient, c'est qu'il faut alterner, on vous le dit, les cultures de céréales une année sur deux et des légumineuses une année sur deux également. Alors vous avez également un graphique qui reprend des résultats. Donc ici on a une culture de pois chiches qui a été faite dans trois conditions, soit en ajoutant de l'engrais, donc c'est la pratique agricole numéro 1, soit en ajoutant les bactéries, pardon, c'est la pratique agricole numéro 2, et enfin sans rien, sans engrais ni bactéries, on observe ce qui se passe. Ce qui est mesuré, c'est la quantité de matière sèche. On vous dit en fait que ça permet d'évaluer la production de pois chiches, à savoir que plus la quantité de matière sèche est importante, plus la plante est développée et grosse, et donc forcément c'est un avantage pour l'agriculteur et pour son rendement. Alors qu'est-ce qu'on observe rapidement? À l'évidence, ici on voit tout de suite que l'ajout d'engrais azotés paraît être le plus intéressant sur la constitution, sur le rendement et la grosseur de la plante, si je puis dire. Alors on va essayer d'être précis, on est entre 10 et 15, donc là c'est 12,5, on va dire que voilà, avec ajout d'engrais azotés, la plante ici a une matière sèche d'environ 12 grammes. Quand on ajoute seulement des bactéries, on est plutôt autour de 10 grammes, donc en effet la plante est un peu moins grosse, et quand on met rien du tout, on est autour de 5 grammes, donc là à l'évidence, on voit qu'ajouter de l'engrais ou des bactéries, forcément ça a un impact très positif sur les cultures, ça permet d'avoir des plantes plus volumineuses que quand on met rien du tout. Et si on veut être très précis, l'engrais azoté paraît être un peu plus intéressant que l'ajout de bactéries. Même si là, encore, on m'a rien demandé, j'ai pas regardé la question. Je l'interprète moi-même en regardant les résultats bruts. Alors la question justement, à partir des deux documents 3 et 4, comparer les deux pratiques agricoles utilisées pour améliorer la production des cultures. Donc nous allons devoir comparer l'ajout d'engrais et l'utilisation de bactéries en utilisant les informations à disposition. Vous devez rédiger un paragraphe et des valeurs chiffrées sont attendues. Donc là, vous avez un graphique, évidemment, qu'il faudra donner les valeurs que j'ai citées tout à l'heure sur l'axe ici des ordonnées.
Alors, première chose à comparer, c'est ce que j'ai dit dans le graphique, à savoir que lorsqu'on utilise la pratique agricole numéro 1, l'ajout d'engrais azotés, la quantité de matière sèche moyenne produite par la plante, ici le pois chiche, est d'environ 12 grammes, tandis qu'elle est autour de 10 grammes si on utilise la pratique agricole numéro 2. On peut donc en conclure que la pratique agricole numéro 1, à savoir l'ajout d'engrais, permet à l'agriculteur d'avoir une meilleure production. Les plantes sont plus grosses. Alors, ça se joue à 2 grammes près, mais vous imaginez bien que sur un champ complet qui contient des centaines de plantes, ça peut se révéler important. Et j'ai rajouté à titre de comparaison, une même culture de pois chiches sans engrais ni bactéries donne environ 6 grammes de matière sèche, juste pour montrer que vous avez bien exploité les 3 barres du diagramme. Alors autre chose, il faut bien penser à utiliser le document 3. C'est écrit dans la consigne document 3 et 4, donc on ne s'arrête pas uniquement au graphique, il faut aussi utiliser celui-ci. Alors, quels éléments de comparaison on a? On vous dit quand même que la pratique agricole sur l'engrais, le surplus d'engrais qui n'est pas absorbé se retrouve dans les cours d'eau et peut engendrer des pollutions. Ça, c'est pas anodin. À l'inverse, les bactéries, elles, sont présentes naturellement dans le sol. Donc, elles ont pas il n'y a pas d'ajout de substances chimiques, elles n'ont pas d'impact a priori négatif sur la nature et l'environnement. Chose importante à noter. Donc, la pratique agricole numéro 1, l'ajout d'engrais, peut avoir un impact sur l'environnement, car le surplus qui n'est pas absorbé par la plante se retrouve dans les cours d'eau, ce qui peut générer des pollutions. À l'inverse, la pratique agricole numéro 2 utilise des bactéries qui sont naturellement présentes dans le sol, il n'y a donc pas d'ajout de substances chimiques. Dernier élément qui pourrait être important dans votre réponse, c'est quand même qu'on vous dit que l'engrais chimique il doit être apporté tous les ans dans les cultures de céréales. Alors que pour la pratique agricole numéro 2, si on ne met pas d'engrais, il va falloir cultiver en alternance des légumineuses et des céréales. Donc ça, il faut le dire, c'est une différence notable. La pratique agricole numéro 1 nécessite un apport annuel d'engrais. L'agriculteur doit donc déposer l'engrais tous les ans dans ses cultures de céréales. À l'inverse, la pratique numéro 2, pas d'engrais, donc c'est un coût en moins pour l'agriculteur, mais une contrainte, c'est que ça va nécessiter d'alterner tous les ans des céréales avec des légumineuses qui, elles, permettent de regrouper ces bactéries utiles et fertiles pour le sol. Je vous ai mis un petit exemple là, c'est pas forcément à noter dans la copie, mais c'est pour bien comprendre. L'agriculteur devra, s'il fait le choix numéro 2, cultiver une année des légumineuses, donc pois chiches ou luzerne, puis l'année les céréales, qui vont pouvoir profiter des bactéries qui ont fertilisé en azote le sol. L'année d'après, remettre des légumineuses, puis des céréales, etc., etc. Donc, si cet agriculteur souhaite produire des céréales, il pourra le faire qu'une année sur 2, alors que en utilisant l'engrais, il peut le faire tous les ans. Voilà, donc c'est une balance entre des inconvénients et des avantages. Alors, on ne vous demande pas de trancher, évidemment, mais de mettre en lumière les points forts, les points positifs et les points négatifs, les inconvénients de chaque pratique, de chaque méthode. Voilà, j'espère que j'ai été clair. N'hésitez pas si besoin à réécouter la vidéo, certains passages. Je reste bien sûr disponible à tout moment sur Pronote pour répondre à vos questions si vous en avez et je vous souhaite de bonnes révisions et bien sûr une bonne réussite à tous. Voilà, bon courage à vous. Au revoir.